J'ai entendu parler de beaucoup de gens qui s'étaient perdus, même dans les rues du village, quand, selon l'expression consacrée, les ténèbres étaient si épaisses qu'on aurait pu les couper au couteau. Se perdre est une expérience surprenante et mémorable. C'est seulement lorsque l'on se perd que l'on commence à se trouver, à comprendre où l'on est et à découvrir l'étendue des liens qui nous rattachent au monde. Lorsque je déambulais dans le village, je voyais presque chaque fois une rangée de ces dignes citadins, soit assis sur des échelles pour prendre le soleil, le buste penché en avant et le regard courant parfois d'un bout à l'autre de la rue avec une expression voluptueuse, soit adossés à une maison, les mains dans les poches, comme pour la soutenir. Ayant l'habitude de vivre au grand air, ils entendaient tout ce que le vent charriait. Ce sont là les plus rudimentaires des moulins, dans lesquels tous les ragots sont d'abord grossièrement digérés ou brisés, avant d'être vidés dans les tamis les plus fins et les plus délicats qui se trouvent. J'observais que les organes vitaux du village étaient le bar, la poste et la banque. Et puis, élément indispensable du mécanisme, ils maintenaient aussi comme il fallait une cloche, un gros canon et une pompe à incendie. Par ailleurs, les maisons étaient disposées de manière à tirer le meilleur parti de l'humanité, le long de ruelles et en vis-à-vis, de sorte que chaque voyageur était la cible de tout homme, toute femme et tout enfant qui voulait lui flanquer un bon coup. Bien sûr, ceux qui se trouvaient le plus près du début de la ruelle, où ils pouvaient le mieux voir et être vus, et asséner le premier coup, payaient le plus cher leur place. Quant aux quelques habitants éloignés de l'entrée, où le passage respirait par de grandes béances, où le voyageur pouvait escalader des murs ou bifurquer dans un chemin à vaches, et ainsi s'échapper, il ne payait qu'un très faible impôt foncier. Des enseignes étaient accrochées pour attirer le voyageur, certaines destinées à son appétit, d'autres à ses goûts de luxe, d'autres, encore, visant ses cheveux, ses pieds ou son habit. Et puis il y avait une autre invitation, bien plus terrible, à rendre visite à chacune de ces maisons, aux heures où l'on attendait les visiteurs. Le plus souvent, j'échappais magnifiquement à ces périls, soit en allant aussitôt droit au but avec courage et détermination, soit en me concentrant sur des choses élevées, tels ceux qui, chantant d'une voix forte, dominent le chant des sirènes et échappent au danger. Il m'arrivait de faire soudain volte-face, sans que personne ne pût dire où j'étais passé, car je ne faisais guère preuve d'amabilité. Et devant un trou dans une clôture, je n'hésitais jamais. J'avais même coutume de faire irruption dans certaines maisons où j'étais bien reçu.
Puis, après avoir pris l'essentiel et le contenu du tout dernier tamis de nouvelles, ce qui s'était apaisé, les perspectives de guerre ou de paix, si le monde allait tenir bon encore un peu, on me laissait partir par derrière, et je m'enfuyais une fois de plus vers les bois. Et quand je m'en vais dans bas des chemins, d'un sable sans don. Et quand je m'en vais en bas des chemins, je regarde pour te voir. Et quand je m'en vais dans bas des chemins, je regarde pour voir tes pieds. Tellement je t'aime beaucoup, gros, ma chère amie. Je peux pas jamais oublier la parole qu'il m'a dit. Et quand je m'en vais dans bas du chemin, j'écoute où tu m'appelles.